Donc 4 ans après l'adoption de la loi du 2 août 2021, le bilan de son application nous semble révéler de nombreuses difficultés juridiques, éthiques et pratiques, difficultés qui sont largement documentées, en tout cas pour la plupart d'entre elles. Euh, et il nous semble que la loi a en fait créé un certain nombre de déséquilibres et fragilisé des principes essentiels de la bioéthique française. Alors, j'étais partie sur l'idée au départ de parler de l'application de la loi de bioéthique, et puis j'ai vu quand même dans ce que Lucie m'a envoyé que la révision à venir de la loi pouvait être un petit peu abordée aussi. Et donc, je voudrais simplement souligner que réviser n'est pas forcément aller plus loin, et que réviser peut être aussi corriger, revoir, et ça n'est pas forcément pour poursuivre plus loin dans l'élargissement de ce qu'on pensait être pas éthique avant et puis qui deviendrait tout d'un coup éthique. Euh, alors, premier sujet, la levée de l'anonymat du don de gamètes aux 18 ans de l'enfant. Alors, nous avons bien sûr travaillé et nous connaissons de près la manière dont la CAPAD, la Commission d'accès des personnes nées d'une AMP aux données des tiers donneurs, la manière dont la CAPAD a pu travailler depuis sa création. Elle a reçu 807 demandes recevables sur 3 ans. Évidemment d'autant plus importante la première année, moins la deuxième et encore moins la troisième, puisqu'il y avait, entre guillemets, une file d'attente de personnes nées de dons de gamètes qui attendaient avec impatience de pouvoir de trouver un interlocuteur et de pouvoir obtenir cette levée de l'anonymat du don, de l'anonymat du donneur, voilà. Et sur ces 807 réponses, la CAPAD a répondu à 611. Nous avons noté que l'âge moyen des demandeurs était relativement élevé, c'est-à-dire de 34 ans au début, et puis c'est descendu l'année dernière à l'âge de 32 ans. Alors évidemment, la CAPAD n'a pas pu répondre avec des données identifiantes ou non identifiantes, puisque là, on parle de donneurs de l'Ancien Régime, et pour un certain nombre qui sont décédés, d'autres qui n'ont pas voulu lever l'obligation de l'anonymat. Mais ce que nous avons noté aussi, et qui rejoint de nombreux appels, de nombreuses demandes que nous avons eues, c'est que la CAPAD a été obligée dans son travail d'intégrer celui d'une psychologue, en l'occurrence Valérie Benoît, et puisque évidemment la CAPAD s'est trouvée confrontée à la souffrance des délais d'attente et de la durée de réponse, du temps de réponse, particulièrement dans certains cas, de la part de la CAPAD sur l'identité du donneur. Et puis un certain nombre donc qui n'ont pas pu avoir de réponse. Par ailleurs, la CAPAD, en sens inverse, témoigne du très grand soulagement des personnes qui ont eu une réponse et qui disent, et les témoignages sont cités par la CAPAD, à quel point l'accès aux origines est vraiment très important pour les intéressés, à quel point c'est absolument décisif, et certains témoignages parlent du bon développement de leur vie. Et alors, à ce sujet, ce que nous souhaitions nous souligner, c'est que l'âge de la levée de l'anonymat du don a été fixé à 18 ans, ce qui nous semble très arbitraire, ce qui nous semble également très tardif. Et à ce sujet, une étude dont je ne vais pas vous lire tout l'intitulé, mais que je pourrais bien sûr vous adresser par mail, une étude très intéressante montre que cette quête identitaire, cette quête de filiation, elle concerne tous les âges et on sait à quel point l'adolescence peut être une période d'interrogation, de doute, en particulier dans ces matières-là de l'identité, de l'histoire. Et il nous semble en réalité que cette levée de l'anonymat du don de gamètes ne devrait pas connaître d'âge minimum. Chacun a une histoire personnelle et nous, syndicats de la famille, recevons des demandes,
des témoignages de souffrance de personnes concernées, que ce soit les parents qui ont demandé une AMP, enfin, ou qui ont eu besoin, pardon, plutôt, d'une AMP avec donneur, ou que ce soit de jeunes concernés par cette question-là. Donc voilà un premier point très important de l'application de la loi, mais aussi de ce qui pourrait être envisagé pour la suite, dans le cadre de la révision. Alors, autre sujet, l'autoconservation des gamètes sans motif médical. Donc depuis 2021, il est possible, une femme peut faire conserver ses gamètes sans motif médical de son 29e anniversaire jusqu'à son 37e anniversaire. Les demandes connaissent une croissance exponentielle. On était à 539 en 2022, 3377 en 2023 et 5127 en 2024. Et on peut dire de manière un peu empirique, mais qui seront très probablement confortés par les chiffres des années prochaines, on peut penser que cette augmentation, enfin que cette augmentation, oui, va se poursuivre et peut-être même de manière exponentielle. Et nous voyons beaucoup de femmes plutôt jeunes qui souhaitent faire dès que possible cette autoconservation des gamètes. La majorité des femmes ont plutôt 35-37 ans, d'après le comité de suivi de l'AMP de l'Agence de la biomédecine. On était la première année à 64% de femmes de 35-37 ans, ce qui est descendu à 59%. On a les 30-34 ans et 29 ans qui représentent 36% en 2023 et qui sont montés à 42% en 2024. Et on peut penser, puisque là encore il y avait un effet de rattrapage, que ce sont des femmes de plus en plus jeunes qui vont être concernées. Donc nous avons là aussi les témoignages de femmes jeunes, à l'âge où elles sont le plus fécondes et qui sont nombreuses à prévoir de faire ce prélèvement et de demander cette conservation des gamètes, ce qui leur permet de répondre à la pression de l'entreprise, pression des employeurs, pression qui peut être très forte déjà pour la maternité. Une femme qui doit annoncer sa grossesse dans son entreprise sait que c'est souvent une nouvelle qui sera assez mal vue de ses employeurs. Ça n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, ou en tout cas les femmes s'auto-convainquent peut-être de ça en partie, mais c'est une difficulté. Et aujourd'hui qu'elles peuvent faire conserver leurs gamètes, elles se sentent encore plus en difficulté, encore plus mal à l'aise à l'idée d'être enceinte, alors même qu'elles sont en plein dans l'âge, dans les années où elles sont fécondes. Et avoir ouvert la possibilité de l'autoconservation conduit d'autant plus à reporter la maternité. Et ça veut dire qu'on a, d'une certaine manière, incité la femme à s'adapter au marché du travail, à l'entreprise, au lieu d'adapter l'entreprise et le marché du travail à la maternité. Et cela nous semble aller dans le sens contraire d'une démarche de respect de la femme. Alors évidemment, on pourrait dire ça leur permettra d'avoir des enfants plus tard. En réalité, plus tard, même avec des embryons, des gamètes, conservés, il n'y a pas du tout de garantie de pouvoir avoir un enfant. Je souligne à ce sujet que le taux de réussite d'une tentative de FIV est de 17,4%. Et plus on avance en âge, plus c'est difficile. Autrement dit, nous pensons que inciter et accentuer la pression des entreprises pour reporter la maternité à l'âge où la femme est naturellement féconde, vers un âge où ça va être compliqué, difficile, avec un parcours du combattant et des risques d'échec, nous pensons qu'en fait c'est très préjudiciable pour la femme. On peut ajouter que, on le sait statistiquement, la France en a l'expérience, plus l'âge à la première maternité est reporté, moins la femme aura d'enfants. Cela veut dire que cela contribue à faire baisser la natalité. Et qu'en fait, on n'a pas du tout par ce système, résolu et rallongé la période durant laquelle une femme peut avoir des enfants
on a plutôt vendu, si je puis dire, une illusion aux femmes en âge de procréer, et avec des risques de désillusion très importantes plus tard. Et donc, nous pensons que cette mesure de l'AMP, pardon, de l'autoconservation des gamètes sans motif médical devrait être supprimée à l'occasion de la révision de la loi de bioéthique. Pour ce qui est de l'assistance médicale à la procréation, alors, dans le cadre issu de la loi du 2 août 2021, donc l'AMP a été profondément transformée, puisqu'on a supprimé les conditions d'infertilité et par conséquent ouvert à tous les couples hommes-femmes ou couples de femmes, et enfin les couples hommes-femmes, même s'ils n'ont pas de motif de pathologie de la fertilité ou une infertilité constatée, aux couples de femmes et aux femmes seules. Les conséquences sont nombreuses, les applications sont nombreuses. Tout d'abord, nous notons une augmentation évidemment très importante du volume global de demandes d'AMP avec don de sperme. C'est évidemment très logique, puisque 100% des couples de femmes ou des femmes seules ont besoin d'une AMP avec don de sperme. Et le nombre des demandes a été multiplié par 8,5 depuis la promulgation de la loi de bioéthique. On est en cumulé au 31 mars 2025, cela représentait 53 500 demandes, dont un peu plus de 47 000 pour les couples de femmes et les femmes non mariées, soit 88% de la demande d'AMP avec don de spermatozoïdes. Et pourquoi ? Eh bien parce que dans le cas d'un couple homme-femme souffrant d'une infertilité médicalement constatée, il n'y avait jusque-là, il n'y a qu'une proportion de quelques pourcents de ces couples qui ont besoin d'un don de sperme. Or, nous étions déjà en France dans une situation de tension en termes de stock et de dons qui n'étaient pas tout à fait suffisants pour couvrir la demande. Là, l'Agence de la biomédecine a développé des efforts extrêmement importants. Elle a beaucoup communiqué, elle a lancé différentes campagnes. Néanmoins, il y a bien une difficulté de ce côté-là. Mais avant d'y revenir et d'en tirer des conclusions, je voudrais quand même aussi évoquer deux autres conséquences importantes de cette augmentation considérable de la demande. C'est l'augmentation considérable des listes d'attente et l'allongement des délais de prise en charge. On est passé de 5,7 mois il y a 3 ans à 17,7 mois à fin décembre 2024, en termes donc de délai de prise en charge pour une demande d'AMP. Et donc, cette augmentation est absolument considérable. Et cela signifie en particulier que les couples qui souffrent d'une infertilité médicalement constatée, cela veut dire qu'ils sont des victimes très directes de ce rallongement considérable des délais d'attente, puisque quand on souffre d'une infertilité, elle est d'autant plus conséquente que le temps passe, puisque à la difficulté existante de la fertilité, plus ou moins radicale, plus ou moins complète. Parfois, un couple a eu un enfant et puis ensuite ne parvient plus à en avoir. Parfois, la chance de concevoir est très très faible, mais elle existe. Mais là, en l'occurrence, quand s'ajoute le temps qui passe, l'âge, c'est beaucoup plus difficile encore, y compris le jour où le couple en question bénéficiera d'une AMP. Et donc cela nous semble éminemment problématique. Il y a par ailleurs la question de la saturation du système de soins, avec aujourd'hui quand même, enfin en 2024, 42 centres clinico-biologiques autorisés et actifs, et on a vu certaines ARS qui ont ouvert la possibilité de participer à cette
à cette pratique des AMP avec don de sperme, l'a ouvert à des centres à but lucratif. Ce qui pour nous représente un risque absolument majeur. Certes, la loi l'avait envisagé, la loi de 2021 l'avait envisagé, mais on voit bien le risque de changement radical de philosophie et avec le risque d'aller vers le lucratif de manière plus large. Alors, pour revenir à la pénurie de gamètes, la France est donc confrontée à un manque important en dépit d'opérations de communication très importantes, avec, je le disais, des délais d'attente qui s'allongent considérablement. Il y a eu une augmentation du nombre de donneurs, mais une augmentation qui est insuffisante. Et pour ce qui est du nombre de demandes d'AMP, il y a un petit tassement récent, mais néanmoins, on peut penser, quand on regarde l'expérience des autres pays qui ont légalisé l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules, on peut penser que les femmes seules, plus que les couples de femmes, vont continuer à demander en nombre important des AMP et que, par conséquent, cette pression en termes de demande et cette pression en termes de besoin de dons de sperme restera très importante. Et pour nous, donc ça c'est vraiment un signal d'alerte pour nous extrêmement fort, le risque et la pression que mettront certains, et qui a déjà commencé à vrai dire, mais vous le savez autant que moi, la pression que pourraient mettre certaines personnes à aller contre le principe de non-commercialisation, le principe de gratuité, et le risque de volonté d'indemniser, comme disait M. Jean-Louis Touraine quand il était député, la volonté de reconnaître la générosité d'un donneur de gamètes, et donc à notre sens un risque immense d'ouverture d'une forme d'indemnisation, c'est-à-dire d'une forme en fait de rémunération, et alors que évidemment ce serait absolument contraire à l'un des principes bioéthiques français les plus importants et les plus forts juridiquement. Pour pas être trop longue, je vais accélérer un petit peu. L'AMP pour les couples de femmes, ou plutôt en l'occurrence pour les femmes seules, a fragilisé l'interdiction de la PMA post-mortem. Alors j'ai compris que on en parlerait ensuite, je crois que ça fera partie de vos questions, mais l'AMP pour les femmes seules a donc conduit à une pression plus forte et à des arguments judiciaires qui ont été présentés à la Cour de cassation notamment en faveur de la réalisation de PMA post-mortem. Et nous notons un autre point dans les conséquences et dans l'application qui est la mise en situation de pauvreté de femmes et d'enfants. En l'occurrence, pour ce qui concerne l'AMP pour les femmes seules. Or, nous savons que presque 35% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un niveau très supérieur à la moyenne nationale. Et les enfants en famille monoparentale ont un risque de pauvreté environ 2,5 fois plus élevé que dans une famille biparentale, avec 40 à 41% de ces enfants vivant sous le seuil de pauvreté. Autrement dit, l'AMP pour les femmes seules est un facteur de pauvreté. Bon, à cela s'ajoutent d'autres difficultés, et notamment en termes de filiation et d'architecture du droit civil, mais je m'arrêterai là pour avoir encore un tout petit peu de temps pour un autre sujet. Nous pensons que l'AMP pour les femmes seules pose des problèmes qui ne peuvent être résolus et qu'on devrait revenir sur l'AMP pour les femmes seules, compte tenu de toutes ces conséquences. Et alors, un dernier point, c'est la recherche sur l'embryon humain. La loi de bioéthique du 2 août 2021 donc, a supprimé l'interdit de création d'embryons transgéniques ou chimériques. Désormais, l'article L2151-2 du Code de la santé publique n'interdit plus l'adjonction de cellules humaines dans des embryons d'origine animale et n'interdit plus la modification
du génome d'un embryon. Alors bien sûr, avec tout cela dans un délai limite. Néanmoins, ce sont évidemment deux pratiques éminemment problématiques du point de vue de l'espèce humaine et du point de vue éthique et du point de vue des risques de transgression qui pourraient être entraînés de ce fait. Il se trouve que les pays qui ont autorisé de tels actes, de telles pratiques, sont extrêmement rares. Ce sont en particulier le Japon et la Grande-Bretagne. Il se trouve que 4 années plus tard, à ce jour, il n'existe pas d'annonce ou de données officielles indiquant que des demandes d'autorisation de création d'embryons chimériques ou transgéniques aient été faites à l'ABM. En réalité, puisque c'est l'ABM serait bien entendu tenu de répondre à une telle demande, et l'ABM communique et rend publiques les demandes qui lui sont faites. Cela signifie que ces possibilités qui ne sont plus interdites et donc qui ont été ouvertes ne sont pas utilisées et ne sont vraisemblablement pas utiles pour la recherche française, puisqu'aucune demande n'a été faite. Et compte tenu du caractère de la problématique éthique, le respect de l'intégrité du corps humain et juridique, la dignité de la personne, principale valeur constitutionnelle, et, je le disais, le risque majeur de transgression de la barrière interespèce. Bref, compte tenu des enjeux majeurs, des risques majeurs qui concernent de telles pratiques, nous recommandons, il nous semblerait sage, raisonnable et respectueux de l'éthique de réintroduire l'interdiction de créer des embryons transgéniques et des embryons chimères, que ce soit homme-animal ou animal-homme. Voilà ce que je pourrais... voilà pour les points les plus importants sur cette dernière loi de bioéthique votée en 2021. Et je suis donc disponible pour vos éventuelles questions. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que vous avez rappelé toutes les interrogations que l'on peut avoir sur l'évolution, effectivement, de la loi de bioéthique, en particulier en matière de conservation de dons. Nous avons eu d'ailleurs une audition très intéressante sur le don. Moi, j'aimerais qu'on focalise un peu sur la recherche sur l'embryon et sur la transgénie, par exemple. On envisage, enfin, il est envisagé que la puisse, c'est-à-dire le cochon transgénique, enfin modifié, du moins dont le gène a été modifié pour que la tolérance humaine soit bonne, puisse être une solution à la faible réponse du don d'organes. Donc ça peut être aussi un sujet sur lequel s'interroger. Et moi je fais partie de l'Alliance de la biomédecine. Ce qui me semble ressortir également, c'est que la recherche sur l'embryon porterait aussi sur la réussite de l'implantation. Donc il y a aussi des diagnostics préimplantatoires. Et c'est vrai que ces femmes dont vous soulignez la chance... Je me permets, madame, de vous poser ma question tout de suite, comme ça vous répondrez un peu dans l'ordre que vous souhaiterez. Vous avez évoqué tout à l'heure le lien entre les familles monoparentales et le fait qu'il y ait la PMA, notamment pour les femmes seules. Vous avez insisté sur l'incidence sur la pauvreté des femmes. Alors moi, je voudrais savoir sur quelles statistiques vous vous fondez, car bien sûr, il y a beaucoup de familles monoparentales et qui vivent dans de grandes difficultés en France, mais la quasi-totalité des familles monoparentales qui vivent dans des situations difficiles n'ont pas bénéficié de PMA.
Et donc, comment arrivez-vous à faire un lien qui n'est pas un lien organique entre famille monoparentale, PMA et pauvreté? Est-ce que vous avez des statistiques particulières qui vous permettent de faire ce lien? Alors, qui ne m'apparaît pas évident. Je ne parlais pas d'un lien organique, mais de manière générale, on sait les difficultés en termes de moyens financiers, difficultés matérielles et donc de pauvreté, mais difficultés aussi éducatives pour des questions de temps, etc., de manière générale, des familles monoparentales. C'est une vraie préoccupation portée à juste titre par la France, et simplement, c'est le lien organique, il est évident. L'AMP pour les femmes seules consiste à constituer volontairement des familles monoparentales. Or, on sait que statistiquement, le risque de pauvreté et de difficultés diverses est plus important. Voilà. Je ne dis pas, je pense que ça n'existe pas d'ailleurs, qu'il y aurait eu des études sur les familles monoparentales, sur le niveau économique ou autre des familles monoparentales issues de l'AMP pour les femmes seules. Mais simplement, on constitue des familles monoparentales, par définition. Mais il n'y a pas de lien entre une PMA pour femmes seules et une pauvreté. On le sait, la plupart du temps, les familles monoparentales sont liées à un abandon du père. Et pas à un recours à la PMA. Donc, non, mais il y a un lien entre le fait d'être en famille monoparentale, d'élever seul son ou ses enfants, et le niveau de plus grande pauvreté. Voilà, oui. Je ne prétends pas qu'il y ait eu d'études particulières, mais qu'on ait été abandonné ou qu'on se soit séparé ou que l'enfant soit né d'une relation complètement éphémère ou né d'une ANP, ça ne change pas le fait que on élève seul son enfant. Et la difficulté, elle est là. Non, puisque vous parlez de pauvreté, il faudrait les conditions effectivement de pauvreté des familles monoparentales et les scinder, si je puis dire, entre familles monoparentales issues d'une décision délibérée, issues d'une PMA, par un abandon du père, etc. Parce que sinon, on ne peut pas dire que finalement, les PMA pour femmes seules vont venir renforcer la pauvreté des familles monoparentales. Mais votre question est très intéressante. Pourquoi, d'après vous, les familles constituées à partir d'une AMP pour femmes seules, pourquoi seraient-elles dans une position, en termes de difficulté, différente de la position d'une femme qui a juste eu une relation éphémère ou qui a voulu avoir un enfant comme ça, avec une relation éphémère, ou d'autres situations de monoparentalité? Qu'est-ce qui pour vous... Parce que je pense justement que ce ne sont pas les mêmes mamans, ce ne sont pas les mêmes femmes, ce ne sont pas les mêmes milieux sociaux, et donc le lien que faire en filigrane, pour moi, n'existe pas. C'est intéressant, votre réflexion, parce que moi je dirais que le désir d'enfant, et puis le temps qui passe, le fait qu'on n'ait pas trouvé le père dont on a envie pour ses enfants, concerne tous les milieux sociaux, concerne toutes les femmes. Mais encore une fois, nous n'avons pas d'études. Pour le moment, nous n'avons pas d'études. C'est tout à fait vrai. À partir du moment où il n'y a pas d'études, où il n'y a pas de statistiques, nous ne pouvons pas faire de lien. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que... Voilà, je vous ai exprimé mon point de vue, mais je ne voudrais pas prendre tout le temps, puisque Florence... C'est pas le cœur du sujet. Absolument des réponses à ces questions. Mais en tout cas... Non, mais les réponses, on peut le faire par écrit aussi. Gérard, simplement, lorsque nous avons... le délai, certaines personnes ont les moyens d'aller à l'étranger, peut-être plus d'ailleurs les couples que les familles monoparentales. On avait simplement évoqué ça et il y avait une inégalité bien sûr lorsque les délais étaient rallongés pour les familles monoparentales sans moyens suffisants pour aller à l'étranger éventuellement. Moi, ce que je dirais en tout cas, c'est qu'une personne seule, une personne seule pour s'occuper d'un tout petit bébé ou d'un petit enfant, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle est seule,
elle a des problèmes pratiques et des problèmes d'emploi compliqués. Et donc, quelle que soit la raison pour laquelle elle élève seule son enfant. Bon, mais je reviendrai donc au sujet des chimères. J'ai tout à fait en tête qu'on a autorisé, où on a mis fin à l'interdiction de créer certaines formes de chimères avec l'idée qu'on pourrait développer des greffons. Et il est vrai que la tendance, elle est parfois dans un objectif évidemment tout à fait remarquable et souhaitable, mais parfois on va trop vite et on franchit des barrières éthiques et on prend des risques, alors même que la science est très 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 loin du but dont on estime que cela le justifie. À ma connaissance, et compte tenu de l'état des recherches et des publications, on est extrêmement loin de parvenir à créer des greffons, puisqu'on ne sait même pas encore contrôler le développement de cellules humaines et le devenir de cellules humaines implantées dans l'embryon animal. On sait que cela pose de tels problèmes qu'il y a même un problème de conscience. Par exemple, en Grande-Bretagne, il me semble que c'est la Grande-Bretagne, on doit détruire le chimère en question si on se rend compte que les cellules sont devenues des cellules du système cérébral et qu'elles dépassent un certain pourcentage. C'est dire à quel point on est très très loin, très en amont, et bien sûr avec bien d'autres problèmes de contrôle, de maîtrise, de compatibilité, etc., qui pourraient advenir pour ces greffons qui restent très, une idée pour le moment qui est purement intellectuelle et qui ne semble pas justifiée. Et le fait est qu'il n'y a eu aucune demande sur le plan de la création de chimères ou d'embryons transgéniques. Pour ce qui est des progrès pour l'AMP, l'AMP, en fait, c'est très intéressant. Depuis des années, elle a connu quelques améliorations avec l'ICSI, mais j'allais dire de manière presque marginale. L'AMP repose sur une méthode qui est tout à fait éprouvée et on a souvent dit ou souvent accepté ou souvent tenté des recherches pour améliorer les résultats de l'AMP et les progrès sont en fait très modestes, pour ne pas dire qu'ils sont négligeables. Alors, en revanche, il y a des différences d'un pays à l'autre en termes de succès des fécondations in vitro, et c'est peut-être là, plus qu'autre chose, qu'il y aurait des études à conduire pour comprendre ces différences d'un pays à l'autre. Et autrement dit, même sur un plan pratique, mais en outre sur le plan des principes bioéthiques français, il ne me semble pas que cela suffise à justifier la création d'embryons transgéniques. Autrement dit, l'embryon transgénique est quand même une prise de risque. Il se fonde quand même sur l'utilisation d'un certain nombre d'embryons ou de cellules dérivées de l'embryon. Il ne me semble que dans nos principes bioéthiques, il y a notamment le fait qu'on ne peut pas instrumentaliser et utiliser comme un simple matériau de laboratoire l'embryon humain donc autrement dit, il n'est pas la fin ne justifie pas toujours les moyens et cette tendance à faire comme si la fin justifiait les moyens est problématique, n'est même pas efficace sur le plan de la recherche. Et elle se trouve problématique. En fait, la loi française a dissocié différents articles sur le statut de l'embryon, qui n'est pas une chose, même s'il n'est pas une personne telle que considérée par le droit, mais qui en même temps valide l'utilisation dans un certain nombre de cas de cellules qui en dérivent et qui sont dérivées de la suppression, de la destruction d'un embryon. Et donc, il y a une espèce de dissociation
qui est quand même problématique et qu'on ne peut pas accentuer au fil du temps, puisque on finit par se trouver presque en contradiction. Et autant il me semble nécessaire d'éviter au maximum cette dissociation, de ne pas l'étendre, autrement dit. Oui, le diagnostic préimplantatoire. Oui, le succès d'un... Alors le diagnostic... Est-ce que vous y êtes fondamentalement opposé, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une certaine souplesse dans l'acceptation de ces techniques qui finalement sont parfois le dernier recours pour des couples infertiles qui de grossesse, le succès de la grossesse. Alors, le DPI-A, il est encadré aujourd'hui et il concerne les couples qui ont un aîné atteint de certaines maladies et qui peuvent avoir d'autres enfants touchés par cette même maladie. Et si on le... Est-ce qu'on peut aller au-delà? Eh bien oui, j'ai bien compris et c'est ce que j'allais dire. Si on va vers une généralisation, alors on va vers une généralisation de l'eugénisme et l'AMP a été ouverte aux couples, à tous, sans motif médical. Alors dans ce cas-là, cela veut dire que tout le monde, pour avoir un enfant qui ne soit pas concerné par certaines maladies, tous les couples ou femmes seules pourraient demander à bénéficier du DPI-A. Cela veut dire qu'il y aurait une incitation pour s'assurer de l'enfant qu'on va avoir à recourir à l'AMP. Et pour ma part, ou pour notre part, l'eugénisme, mais en plus, du coup, une généralisation au-delà même de ceux qui recourent à l'AMP, puisque l'AMP n'est plus sur seule cause médicale, donc, nous semble... alors sans parler du meilleur des mondes, nous semble éminemment problématique. Juste un autre point sur les embryoïdes. La question m'était évoquée dans le courrier que j'ai eu de Madame de Beauchamp. Oui. Sur les embryoïdes, il nous semble qu'il faudrait distinguer entre ceux qui sont issus de cellules iPS ou issus de cellules CESH, puisque ça n'est pas la même chose. Quand ce sont des cellules embryoïdes créées à partir de cellules dérivées de l'embryon humain, il nous semble que il devrait y avoir un encadrement, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est flou, il devrait y avoir un encadrement qui correspond à toutes les recherches utilisant ce type de cellules. Et en revanche, pour régime d'autorisation, et pour les cellules, les embryoïdes issus créés avec des cellules iPS, en l'occurrence, il nous semble que là, il peut y avoir un simple régime de déclaration. Autrement dit, voilà, pour nous, ce n'est pas une réponse globale sur les embryoïdes, mais suivant l'origine. Merci beaucoup.